Tant la journée la plus chaude, mais ça ne va pas durer. Cette fois, Reagan envisage d'armer la résistance afghane. L'un des porte-paroles de Giscard, il ne faut pas porter atteinte à l'intérêt du pays. Notre pétrole vert, la canne de Provence, une expérience à Arles. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de développer les titres de ce journal, sachez simplement qu'une grève des techniciens du magnétoscope va quelque peu affecter le déroulement de cette édition et nous vous en prions par exemple par avance de nous en excuser. Notre premier sujet de préoccupation sera météorologique. Il a fait si doux aujourd'hui en France qu'on se demande si le printemps est arrivé et combien de temps ça va durer. 27 degrés 4 aujourd'hui à Mont-de-Marsan. Alain Gillot-Pétré. Oui, à Mont-de-Marsan, c'était un record. Il va faire doux encore jeudi et il pleuvait des records aujourd'hui. À Paris, 13 degrés minimum, on n'avait jamais vu ça depuis 1873, depuis qu'il y a une météorologie à Paris. À Lyon, il n'avait jamais fait aussi doux depuis 1884. Et regardez les températures à 13 heures, elles vous le montrent, il faisait très doux partout, sauf près de Marseille, la Méditerranée, 11, 12, 13. Pourquoi? Eh bien, il y avait des nuages du stratus qui couvraient la Méditerranée et qui empêchaient le soleil de briller. C'est pourquoi il faisait 16 degrés à Paris et 12 à Marseille. Et au sud-ouest, là, ici, Pau, 26 degrés, Biarritz, 25, Dax, 27, vous l'avez dit, Mont-de-Marsan, 27 degrés 4, à Bordeaux également, il n'avait jamais fait aussi chaud depuis 1947. Alors les nuages vont continuer jusqu'à dimanche environ, et il y aura pour demain de la pluie. Pourquoi est-ce qu'il fait si doux? Eh bien, regardons la carte, la voilà. J'ai symbolisé ici les deux zones de pluie qui vont intéresser notre pays, celle-ci qui l'intéressera demain, et celle-ci pour jeudi, entre les deux du temps variable. C'est de l'air froid, mais il a fait un long parcours sur l'océan, c'est de l'air maritime, il s'est donc chargé d'humidité, de douceur, de chaleur. Voilà pourquoi il fait doux, voilà pourquoi votre fille est muette. En attendant, pour demain, sur la majeure partie de la France, un temps très nuageux avec de la pluie relativement abondante, suivi d'éclaircies par l'ouest. Au sud, après dissipation des brumes matinales, un temps chaud et du beau soleil. Les températures prévues pour demain, d'abord au nord et à l'est du pays, Roubaix, Paris, Quimper, Saverne et Blois. Très doux le matin, très tiède l'après-midi, cela se passe de commentaires. Au centre maintenant, Beaune, Issoudun, Limoges, Vichy, Lyon. Vous avez vu que nous avons changé les villes. Un petit peu plus frais le matin, nous sommes à l'intérieur et toujours très tiède l'après-midi, voire chaud, 18 à Vichy, 18 à Lyon. Enfin, au sud, un petit peu frais le matin à cause des brumes dont je vous parlais, et l'après-midi, on retrouve des 20-21 degrés. Mais vous voyez que les températures sont déjà un tout petit peu en baisse. Enfin, notre petit agenda quotidien, les heures de lever et de coucher du soleil. Demain, non, ce n'est pas la Saint-Vivien, c'est la Sainte Rosine, qui était le vrai prénom de Sarah Bernard et Sainte Théodora. Voilà, j'ai noté donc aujourd'hui cette petite revanche des gens du Nord sur les Méditerranéens. Un breguet atlantique de la marine française s'est écrasé cette nuit aux Comores. Les 18 membres d'équipage ont trouvé la mort. L'avion était spécialisé dans les recherches marines. Il devait se rendre à Saint-Denis de la Réunion. Immédiatement après son décollage de Moroni, il s'est écrasé au sol et il a pris feu. Nous n'en savons pas plus sur les conditions de cet accident. L'appareil était basé à Lanbiway. Il appartenait à la flottille 23F. Pour l'appareil de la Pakistan Airlines détourné à Damas, rien de neuf, les négociations sont toujours au point mort, les pirates exigent la libération de 92 personnes au Pakistan, mais, disent les autorités de Karachi, il y a des détenus politiques dont on peut négocier la libération, mais aussi des criminels qui, eux, relèvent de la justice pénale. C'est ainsi donc que se poursuit le plus long détournement de l'histoire dans un appareil surchauffé. Troisième événement dramatique de l'actualité, la découverte hier soir d'une 50aine de cadavres dans une prison ivoirienne. Alors tout de suite des détails avec Claude Juvénal, le correspondant de l'AFP à Abidjan. À Abidjan ce matin, c'est la consternation. Malgré la discrétion de la presse, toute la population, à l'écoute des radios étrangères, sait maintenant que 46 personnes sont mortes étouffées dans une cellule pratiquement sans aération, une cellule plus petite qu'une chambre de bonne parisienne. Les travailleurs étrangers, et ils sont nombreux ici, Ghanéens, Voltaïques, Maliens pour la plupart, en profitent pour dénoncer les brutalités policières dont ils sont souvent, trop souvent même victimes. Les autorités ont certes à lutter contre des actes de banditisme de plus en plus nombreux, mais on estime ici que la fin ne justifie pas toujours les moyens. Le président Félix Houphouët-Boigny, un homme de dialogue, un des derniers sages africains, a publié un communiqué pour faire part de sa vive réprobation. La Côte d'Ivoire, m'a dit ce matin un Abidjanais, est un pays de dialogue, un pays qui n'a pas de prisonniers politiques. Elle ne méritait pas ce qui vient de lui arriver.
Le ton est allègre ce soir entre Washington et Moscou. Les États-Unis sont prêts à apporter une aide militaire à la résistance afghane. C'est Ronald Reagan lui-même qui l'a dit cette nuit lors d'un entretien avec la chaîne de télévision ABC. Un élément nouveau, un élément d'importance dans le jeu Washington-Moscou. Alors d'abord, la réalité sur place, comment sont équipés les résistants afghans à l'heure actuelle? Qu'est-ce que ça va changer? Serge Misret. Au nord de Kaboul, un hélicoptère soviétique donne la chasse à des maquisards afghans. Ces derniers harcèlent en permanence les troupes russes en dépit des difficultés qu'ils rencontrent pour s'approvisionner en armes et en munitions. C'est là pour les maquisards le problème numéro 1. Pour l'instant, ils se battent avec des armes récupérées sur l'armée régulière afghane ou bien sur les soldats soviétiques tués. D'une façon générale, les maquis afghans achètent leurs armes aux pays musulmans voisins, notamment au Pakistan. Le seul pays qui leur fournisse une aide effective est l'Égypte, qui les approvisionne en fusils et en munitions. L'aide américaine donnerait vraisemblablement un nouveau tournant à la guerre. Les États-Unis pourraient fournir des missiles portables anti-aériens dont les maquisards se serviraient contre les hélicoptères d'assaut russes qui sèment la terreur dans les villages et pourchassent la guérilla. Sans donner forcément aux Afghans le moyen de remporter une victoire décisive sur les troupes soviétiques, l'aide américaine pourrait ainsi leur permettre de reprendre l'initiative qu'ils semblaient avoir perdue après la réorganisation des troupes soviétiques en Afghanistan pour lutter contre le harcèlement systématique des maquisards. Une décision, bien sûr, qui, si elle est suivie des faits, va réjouir les multiples courants de la résistance afghane, et notamment celui qui fut notre invité il y a quelques semaines dans ce journal et qui est toujours à Paris après avoir tenté d'alerter l'opinion internationale. Amin Wardak est interrogé par Jacques Douai. On est très content parce que c'est la première fois qu'un président de pays occidentaux il parle qu'il aidera les résistances de l'Afghanistan. Croyez-vous que réellement M. Reagan enverra des armements à cette résistance? Il faut que cette aide soit importante parce que s'il veut aider très peu d'aide, ça veut dire la guerre, ça durerait longtemps. Ça c'est pour les Moudjahidines, ils ne seront pas contents. Mais s'il veut aider, il faut qu'il aide toutes les armes contre les hélicoptères, contre les chars et contre les voitures blindées, et assez de munitions, de cartouches, de fusils, parce que jusqu'à maintenant, les Moudjahidines ils ont réussi de livrer toutes les provinces et les soviétiques ils sont restés dans les villages. Et s'ils ont l'arme contre les hélicoptères et contre les chars et assez de munitions, ils sont capables de tuer les soviétiques et de gagner la guerre. En commentant cette décision, Ronald Reagan a quand même ajouté qu'on pouvait envisager que l'URSS ferait des objections. En effet, il y a tout juste une heure, l'agence TASS a épinglé les propos du numéro 1 américain. Monsieur Reagan, dit-elle, a pratiquement reconnu que Washington menait une agression armée contre l'Afghanistan. Bref, le ton monte pour l'instant entre les deux capitales, Paul Naon. Le ton monte, mais apparemment Ronald Reagan joue bien. En effet, presque 2 mois après sa prise de fonction officielle, il faut bien constater que ce ton volontairement dur qu'il a employé vis-à-vis des Soviétiques, eh bien ce ton a payé, puisqu'aujourd'hui, ce sont les Soviétiques qui demandent à négocier avec lui. Alors schématiquement, le nouveau président américain a décidé qu'il ne se laisserait plus talonner par le Kremlin. Et pour contrer l'expansionnisme soviétique, on voit se dessiner très clairement 2 lignes d'action. La plus nouvelle, c'est l'Afghanistan, bien sûr. Ronald Reagan a pris hier la décision d'envisager d'aider la résistance afghane en lui fournissant ce qui lui manque le plus, à savoir des armes qui pourraient être très vite arriver sur les terrains d'opération. Donc Washington a choisi la confrontation avec l'Union soviétique par Afghans interposés en aidant militairement aussi, et c'est important, le Pakistan. Alors, deuxième ligne d'action, deuxième levier de manœuvre, si vous voulez, le Salvador. Là aussi, on assiste à un véritable bras de fer avec l'Union soviétique et les États-Unis semblent marquer des points puisque depuis quelques semaines, on note une diminution du volume des armes envoyées au Salvador par les pays de l'Est. Enfin, ce qu'il y a de nouveau aussi, je crois, c'est ce désir des Américains de consulter les Européens à propos de chaque décision importante. C'est une façon de leur faire prendre leurs responsabilités, mais aussi, attention, le risque de leur faire endosser une éventuelle
intervention. Donc la politique de fermeté du président Reagan commence à porter ses fruits. Les soviétiques estiment avoir en face d'eux un homme réaliste et paradoxe d'ailleurs, les dirigeants du Kremlin se sont toujours mieux entendus avec un président républicain et Ronald Reagan ne fait pas exception. Reste que dans ce dialogue difficile entre Washington et Moscou, le président américain agit sans dramatiser à l'excès la situation, il laisse la porte ouverte à de probables, très probables négociations au sommet avec le Kremlin. En effet, Ronald Reagan n'a pas dit qu'il enverrait des armes aux résistants afghans, mais qu'il envisageait de le faire, et c'est une nuance importante. C'est encore une façon de tester Moscou, qui a réagi, vous le savez, très violemment aux propos du président américain. Oui, j'ajoute, Paul, que l'agence TASS a confirmé qu'il y aurait bien des manœuvres des pays du pacte de Varsovie dans la deuxième quinzaine de mars, en Allemagne de l'Est, en URSS, en Tchécoslovaquie et puis en Pologne. En Pologne où les négociations ont repris aujourd'hui à Lodz entre Solidarité et les autorités municipales. C'est donc dans ce contexte toujours incertain et assez agressif que les Allemands de l'Ouest sont en train de remettre en cause une partie de leur coopération militaire avec la France. Faute d'argent, en raison de la récession économique, on rogne sur le programme militaire. Et cela va toucher en premier lieu la construction du futur char commun à Paris et à Bonn. Michel Meyer. Cet avion n'a pas le décollage modeste, car à l'avenir, il se veut une sorte d'oiseau prestigieux de l'aviation ouest-allemande. Construit avec les Italiens et les Anglais, il se veut aussi indétectable aux radars ennemis et doté d'un armement conventionnel très meurtrier. Le Tornado n'en est pas moins une sorte d'oiseau de malheur pour le gouvernement de Bonn, car le prix de son développement mène assez directement le ministère de la Défense ouest-allemand au bord de la faillite. Le Tornado pose en effet le problème du coût insupportable de systèmes d'armes de plus en plus complexes et sophistiqués. En Allemagne alors, le Tornado et les trous dans son financement ont transformé le fauteuil du ministre de la Défense en siège éjectable potentiel. En attendant et tout en semant la zizanie parmi ses généraux, Hans Appel doit se résoudre à des coupes sombres dans les moyens financiers affectés au développement d'armes nouvelles. Il a par exemple retardé des projets comme l'équipement des bases aériennes ouest-allemandes avec des systèmes de défense anti-aériens qui les rendraient presque inviolables aux attaques de l'aviation ennemie. Mais il n'y a pas que la lutte anti-aérienne et l'aviation qui sont touchées. Les crayons rouges de Bonn ont également visé, retardé et sacrifié la mise en place d'autres systèmes de détection et de protection radar que les militaires jugeaient indispensables. D'autres objectifs, comme la construction avec la France et l'Angleterre de l'avion de combat des années 90, est pratiquement abandonné. Dans le même temps, on parle d'un développement de la série des chars allemands Léopard aux dépens d'un engin d'une conception totalement nouvelle. C'est là une façon d'enterrer le projet de char franco-allemand et de renoncer ainsi à un véritable symbole de la coopération militaire franco-allemande. Mais c'est surtout pour les Américains que ces coupes sombres ouvrent le débat de la fiabilité du partenaire ouest-allemand, alors que l'obsession de Washington est de rétablir l'équilibre, voire la supériorité militaire occidentale par rapport à l'Union soviétique. Le gouvernement de Helmut Schmidt s'expose donc à un regain de critiques américaines, des critiques partagées et soutenues par l'opposition chrétienne-démocrate de Bonn. Les Américains vont demander de nous plus que nous faisons actuellement, et ils ont raison. Et parce qu'ils ont raison, je crois qu'on doit augmenter les dépenses pour la défense en Allemagne. Les Américains, ils coupent actuellement leurs dépenses sociales pour augmenter la défense, et ils me demandent, si je suis aux États-Unis, que nous contribuons pour la défense commune, la répartition de charges. C'est une demande, je crois, juste des Américains. Politique française, tout d'abord une série de télégrammes. L'historien Jean Hellenstein, récemment exclu du PC, appelle à voter pour François Mitterrand dès le premier tour de l'élection présidentielle. Par ailleurs, une procédure d'exclusion a été engagée contre un autre intellectuel communiste, Étienne Balibar. Le comité fédéral du PCF de Paris l'a confirmé cet après-midi. Alain Krivine, lui, leader de la Ligue communiste révolutionnaire, a dénoncé à Toulouse les pressions du PS et du PC pour empêcher le parrainage des petits candidats.
Le sondage du jour, Mitterrand 53, Giscard 47, c'est un sondage de Indice Opinion publié par le Méridional aujourd'hui. Et puis surtout les suites de l'intervention de Jacques Chirac hier dans Cartes sur table, avec notamment cette petite phrase qui représente une accélération de la campagne. « Je ne crois pas que M. Giscard d'Estaing soit le mieux à même de battre François Mitterrand ». Petite phrase aussitôt contrée, Noël Copin, par les stratèges du parti giscardien, Jean-François Degnaud, Jean-François Poncet, Jean-Philippe Lequin. Eh bien aussi, je crois que cette petite phrase que vous venez de citer, et puis le développement qui l'entoure, est une réponse directe à la déclaration de candidature de Valéry Giscard d'Estaing, qui la semaine dernière disait « Aucun autre candidat ne peut battre l'opposition ». Alors Jacques Chirac ajoute « C'était vrai cela en 1974 ». C'est d'ailleurs pour cela que j'ai soutenu à ce moment-là Valéry Giscard d'Estaing. Il était bien le meilleur, mais il était élu de justesse. À ce moment-là, il incarnait l'espoir, et maintenant, il n'incarne plus l'espoir. Et sous-entendu, c'est moi donc qui suis le meilleur. Alors vous me direz que si chacun se considère comme étant le meilleur pour battre le même adversaire, c'est typiquement ce que l'on appelle une situation d'élection primaire. Or, dans une élection primaire, celui qui est effectivement reconnu comme étant le meilleur par l'électorat est celui qui peut compter sur l'autre. Or, Jacques Chirac ne va pas jusque-là, et quand on lui parle du deuxième tour, eh bien, il refuse toujours de répondre, si ce n'est qu'il estime, lui, qu'il sera présent au deuxième tour. En attendant, il a toujours bien deux cibles, et il l'a montré hier, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Oui, il a surtout tiré sur Valéry Giscard d'Estaing. Oui, c'est vrai, et il attaque très fort, comme on le savait déjà d'ailleurs, sur des thèmes comme l'inflation et le chômage, mais surtout, il m'a paru particulièrement vigoureux hier soir sur les thèmes de politique étrangère. Notre diplomatie, dit-il, est la diplomatie du pendule. Nous sommes toujours d'accord avec nos interlocuteurs. Il parle de compromission à deux reprises s'agissant de l'Afghanistan et de la politique sanitaire en Afrique. Il a dit « c'est une honte ». Alors aujourd'hui, je le disais, donc les giscardiens ne lui laissent rien passer, ils réagissent assez vigoureusement. Eh bien oui, Jean-François Degnaud, cet après-midi, qui répondait non seulement d'ailleurs à Jacques Chirac, mais aussi à François Mitterrand et à Georges Marchais, avait cette phrase « Un candidat ne doit pas, pour son intérêt électoral, mettre en jeu l'intérêt national ». Et parlant plus précisément de Jacques Chirac, il ajoutait « Quand on prétend redonner l'espoir aux Français, ce qui est un des slogans de Jacques Chirac, on ne commence pas par faire désespérer de la France ». Et puis à l'instant même, nous prenons connaissance d'un communiqué de M. Jean-François Poncet, de retour du Venezuela, qui dit que par leur outrance et leur légèreté, les propos de Jacques Chirac défigurent la politique de la France, desservent l'intérêt national. Alors il est certain que la rapidité de ces réactions montre que l'on commence à prendre au sérieux la campagne de Jacques Chirac. Elle montre surtout la volonté de rendre coup pour coup. Rendre coup pour coup, tout à l'heure, Jean-Philippe Lecal, le porte-parole du candidat citoyen, comme il dit, Valéry Giscard d'Estaing, expliquait que c'était l'intention précisément de Valéry Giscard d'Estaing de rendre coup pour coup dès ce soir dans le grand débat chez nos confrères de TF1. Et Jean-Philippe Lecal ajoutait « La période rose pour les autres candidats est terminée. Rose ou non, on peut dire que la campagne est entrée ces jours-ci dans une phase nouvelle et beaucoup plus dure. » L'intervention de la police ce matin à Radio Canal 75, animée par Maurice Sévenot. Une cinquantaine de policiers ont déménagé le matériel de la station qui venait de naître. Protestation du PS. Cette intervention, a dit Laurent Fabius, montre que le discours giscardien sur la liberté d'expression est totalement contredit par les faits. 3 personnes ont été interpellées. Manifestation de retraités à l'appel de la CGT à Paris. Pour Georges Ségui, plus de 2 millions de retraités vivent en France avec moins de 1500 francs par mois. Du travail pour les jeunes, la retraite à 60 ans, ont demandé les nombreux manifestants. La CGT qui affirme par ailleurs que Renault, véhicule industriel, veut supprimer 3600 emplois d'ici à juin 84. La direction se refuse à toute déclaration avant la réunion du comité d'entreprise demain. Le dollar à nouveau en dessous de 5 francs aujourd'hui à Paris, 4 francs 97. Et puis l'épidémie de la fièvre afteuse dans les côtes du Nord. 4000 animaux ont dû être abattus dans un périmètre de 15 km sur 5 qui est entouré en ce moment par un cordon sanitaire minutieusement protégé. En marge du salon de l'agriculture à Paris, ce mot qui revient toujours presque comme un slogan, le pétrole vert, autrement dit la biomasse. C'est dans la terre en effet et dans ses produits que l'on peut trouver l'énergie de demain. Philippe Dumais. Voilà le pétrole de l'agriculture, en tout cas une partie de ce que l'on appelle la biomasse. Ici c'est de la canne de Provence, une espèce de roseau qui chaque année donne une assez belle plante de plus de 2 mètres de haut. L'expérience actuellement menée en Camargue montre qu'il est possible de tirer en moyenne 7 tonnes d'équivalent pétrole par hectare et par an. La récolte se fait le plus simplement possible avec une machine dérivée de celles qui servent au maïs, et la canne est coupée en petits morceaux pour que son stockage et son séchage soient plus faciles.
La culture de la canne de Provence n'est possible que dans le Midi, mais partout en France, d'autres plantes comme la tige des céréales, les rafles de maïs ou la forêt pourraient être un appoint énergétique non négligeable. Avec tout cela, et sans bouleverser les structures traditionnelles de la forêt ou de l'agriculture, nous pensons que nous pouvons économiser 10 millions de tonnes de pétrole. 10 millions de tonnes de pétrole ne représentent certes que 5% de notre consommation totale d'énergie, mais enfin, il faut bien voir que ça représente 10 milliards de francs lourds à l'importation en moins, c'est-à-dire une somme qui est de l'ordre du quart de notre déficit commercial. Dans ce domaine de Camargue, les besoins énergétiques sont assez importants pour chauffer des serres ou sécher la luzerne. On transforme ensuite cette nourriture pour animaux en granulés afin d'être facilement manipulable. En agriculture, les usines de déshydratation sont de grosses consommatrices d'énergie, d'où l'intérêt d'utiliser des déchets agricoles ou des plantes non nutritives pour produire cette énergie. En hiver, lorsque les usines sont arrêtées, le gazogène fournira la chaleur nécessaire aux cultures sous serre, encore une économie. Depuis plusieurs mois, des industriels de Haute-Marne ont mis au point un système de récupération de la paille de céréales qui, transformée en granulés, peut être utilisé comme combustible pour le chauffage, à un prix de 2 à 4 fois moins cher que le pétrole. L'agriculture pourrait donc devenir productrice d'énergie grâce à la biomasse. Les solutions et les possibilités ne manquent pas, même si cette production ne dépasse pas 5% de nos besoins, c'est toujours ça. Le pape à Lourdes en juillet, c'est officiel, ce sera les 21, 22 et 23 juillet, a annoncé tout à l'heure Monseigneur Etchegaray sur Radio Vatican. Selon les avocats de Roger Delpet, des menaces de mort auraient été adressées à son client pour l'empêcher de publier les documents de Bokassa. Le livre devrait s'appeler La manipulation. Interdiction provisoire d'exercer pour Maître Merlin, ainsi en a décidé le Conseil de l'Ordre des avocats de Paris, Paul Lefebvre. Ce n'est pas une suspension. Non, l'interdiction provisoire d'exercer, ça a pour conséquence première de pouvoir nommer un administrateur provisoire pour le cabinet, de façon que le cabinet continue de fonctionner et que les intérêts des clients du cabinet soient parfaitement respectés. Non, il va maintenant y avoir, se passer la chose suivante, le bâtonnier va nommer un rapporteur qui va aller entendre Maître Merlin en prison, assisté d'ailleurs de ses avocats, et ce rapporteur va revenir avec un document de synthèse qu'il va présenter au bâtonnier, et le bâtonnier soit va le classer, soit va le déférer à l'ordre. Et ensuite, la procédure disciplinaire peut s'exercer. Alors elle s'exerce soit par un avertissement, soit par un blâme, soit par une suspension à temps au maximum 3 ans, soit carrément la radiation. Alors le Conseil de l'Ordre peut attendre le jugement ou peut commencer tout de suite son étude s'il y a des preuves, de faute professionnelle. C'est elle, rappelons-le, qui a aidé, qui est soupçonnée en tout cas d'avoir aidé Philippe Maurice dans sa tentative d'évasion. Est-ce qu'elle a une possibilité de faire appel? Elle a une possibilité de faire appel sur les sanctions que le Conseil de l'Ordre va éventuellement prendre à son égard en faisant appel à la Cour d'appel. Paul Lefebvre, que nous retrouverons jeudi soir avec Louis Berriot pour notre édition spéciale sur la sécurité en France, une émission qui mettra aux prises 4 députés maires de toutes tendances et 2 ministres, Alain Peyrefitte et Christian Bonnet. Alors en prélude à cette soirée, suite de nos reportages en France sur le sentiment d'insécurité, ce soir avec Denise Boer, Marseille qui perd à grand galop sa mauvaise réputation. À tous, alors la moto descend centre-ville, je répète, moto couleur noire. 2 individus à bord, casque blanc. Marseille, 1 million d'habitants, est toujours en tête après Paris au hit parade de la criminalité. À l'heure où la ville s'éveille, 500 policiers se préparent à assurer la sécurité des Marseillais. Comme toutes les grandes métropoles, Marseille n'échappe ni à la misère ni au chômage et la délinquance augmente. Alors, la police fait de plus en plus d'efforts pour la prévention. Un peu partout, il quadrille la ville. Notre mission principale consiste surtout à sécuriser les gens, à les aider, les renseigner, énormément en ville. Une grande ville comme Marseille, il y a énormément de passages et évidemment la population se retourne tout de suite sur la police. D'autre part, également pour la circulation, notre présence oblige les automobilistes à respecter le code de la route. Sinon, évidemment, il y a pas mal d'infractions qui se commettent quand on n'est pas là. Notre mobilité, par le fait que nous travaillons en cyclomoteur, permet une prompte réaction en cas d'une agression, quel que soit un appel au secours, on est là immédiatement, beaucoup plus vite qu'avec une voiture. Ici, dans les quartiers pauvres de la ville, c'est à 9 ans qu'on commence à voler. La police marseillaise vient de créer une brigade préventive. 3 hommes et une femme patrouillent cette zone dans la journée.
Ils ont la responsabilité de 20 000 habitants. Il y a encore 6 mois, l'entrée de ces cités était dangereuse à qui portait l'uniforme. Nous avons de bons rapports avec notamment les mineurs, puisqu'on s'occupe de prévention pour les mineurs. Nous arrivons à discuter pour essayer de minimiser donc les problèmes de délinquance. Ils ont confiance, ils voient qu'on fait un travail, disons, plutôt pour les aider, pour arriver à les sortir du mauvais pas, disons. Itinéraire numéro 5, KO 87, bien reçu. À l'heure où la ville s'endort, truands et délinquants commencent leur journée. Le PC radio de la police reçoit 10 à 15 appels à la minute. Les nuits sont parfois chaudes pour la compagnie spéciale de la voie publique. 3 hommes circulent jour et nuit à bord de véhicules dont on peut dire qu'ils ne sont guère compétitifs comparés à ceux des truands. La mission de la spéciale est dangereuse, elle est à l'affût du flagrant délit. Nous, particulièrement à la recherche du flagrant délit, nous avons un rôle répressif. Ce qui n'empêche pas quand même le rôle préventif, parce que nous sommes quand même connus dans différents quartiers de Marseille, et le fait de passer même en voiture banalisée, eh bien, il est évident que ça peut empêcher quand même de commettre certaines infractions. Le fait d'être en tenue civile ne risque pas de provoquer des incidents entre les différents services de la police ? Ce qu'il faut, c'est la coordination entre les services de police. Et je pense que c'est l'essentiel qu'il y ait une information entre différents services, savoir sur quoi on travaille et qui est-ce qui va travailler sur telle ou telle opération. Ça, c'est soi-disant pour couper la ceinture de sécurité. Donc vous avez la sensation d'être utile à quelque chose? Absolument. Non seulement utile, mais je dirais indispensable. Indispensable à la vie d'une société. Yeah. Malgré tous ces efforts de prévention, malgré les arrestations de plus en plus nombreuses, la criminalité augmente de 10 à 15% par an. Nous avons vu tout à l'heure une femme en uniforme. Ça me permet de vous dire que la grève des contractuels à Paris, eh bien aujourd'hui, a été qualifiée de succès par la CGT. Il y avait beaucoup moins de pervenches et donc beaucoup moins de contraventions dans les rues de Paris. Notre moment culturel maintenant, les voix d'or ne sont pas légion et lorsqu'on en possède une, on court la planète pour la faire entendre. Placido Domingo est l'un des 3 grands ténors du moment. Il est passé récemment à Paris comme un météore pour chanter un seul soir le Cid de Massenet, une œuvre oubliée des Français depuis 40 ans. Alors je vous propose un portrait de Placido Domingo réalisé par Georges Bégou et Christian Hérault. Prima primo amor, il me prend la victoire, Seigneur, je me souviens. Après Milan et Rome pour Paillasse, filmé par Zeffirelli, 4 jours à Paris pour le Cid, juste avant New York. Autant d'heures d'avion que d'heures de chant. Mais cela n'effraie pas M. Domingo. Quel chant vous m'avez donné comme d'habitude? Vraiment, la qualité de la musique, c'est incroyable. Il y a des morceaux comme l'air de Rodrigo, l'air de Chimène, le duo, et après tout Corneille, que c'est un beauté incroyable. Les airs de Don Diego aussi. Alors je trouve que c'est dommage que depuis Georges Thiel, il était oublié complètement l'opéra. Placido Domingo, hispano-mexicain, est un adepte farouche de l'opéra français. Au-delà de Massenet, c'est aussi Gounod, Berlioz, Saint-Saëns, Bizet qu'il fait entendre dans le monde entier, quand ce n'est pas les feuilles mortes. Sa vocation musicale, elle vient de loin. Tout le monde chantait dans la famille. Mes parents, dans le commencement, on a pensé que je peux être un pianiste. J'étudiais la musique beaucoup, j'étudiais le piano, l'harmonie, la composition, tout. Mais après, je découvris que j'ai la voix, mais que j'ai fait de tout dans la musique.
Et effectivement, je jouais le piano dans un bar, dans un cabaret, quelquefois aussi. Et je fais des arrangements musicaux, je chantais des opérettas, je chantais des comédies musicales. Enfin, je fais un peu de tout. Mais aujourd'hui, c'est une carrière beaucoup plus difficile qu'avant, parce qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de créer de vrais personnages dans les plateaux. Dans la scène, il faut rendre croyable le drame. Alors il faut se tenir en forme, il faut vivre la vie d'aujourd'hui. Quand les gens sont au théâtre, regardent la télévision, j'aimerais qu'ils oublient les problèmes quotidiens et on trouve vraiment dans la musique la paix. Que mon nom c'est Plácido Domingo, c'est-à-dire dimanche un peu. Voilà, dans un registre différent, c'est Gérard Mérigot qui vous présentera la dernière édition de la journée vers 23h30. Demain, Antenne de Midi recevra François Missoffle. Prie de nous excuser à nouveau pour ces incidents dus à la grève des techniciens du magnétoscope qui nous ont privés d'une partie des images de l'actualité d'aujourd'hui. À demain soir, 20h.